Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française en ce 8 mai 2022. En ce dimanche également, le président de la République, André Rajoelina, n'a offert son aide à l'église et car Verbe divin à Batoubé. Dans la matinée, ce dernier s'est joint à la prière avec les croyants de la paroisse. Prions pour le pays et pour chaque famille. L'église avait comme projet de construire une salle de catéchisme et une salle d'œuvre pour les jeunes. Les responsables au niveau de l'église ont donc approché le président de la République pour lui montrer le plan de ces constructions. Ces derniers qui ont déjà fait leur nécessaire, mais ne disposent pas des ressources nécessaires. Lors de son discours, le président a annoncé qu'il prendra en charge la construction de ces infrastructures. Le président de la République qualifie ces infrastructures de prioritaires étant donné qu'elles contribuent à l'éducation des jeunes. La descente de l'équipe de Viva Madagascar dans la partie sud de l'île s'est achevée ce dimanche 8 mai 2022. L'équipe s'est rendue à Ntirabe, Fianarantsoa et Tuléar pour détecter les jeunes et enfants malagasy talentueux dans le cadre des compétitions musicales organisées par Viva, notamment la Voix d'Or et la F5. Les organisateurs et techniciens ont exprimé leur satisfaction à l'issue de ce voyage et ont également remercié les partenaires durant tout le voyage, mais surtout la population pour le chaleureux accueil partout où ils sont passés. Après le Sud, les prochains castings se dérouleront à Antananarivo. Les jeunes participants au Forum de l'emploi et de la promotion des jeunes au CCI VAT ont conclu que le seul moyen de lutter contre le chômage à Madagascar est d'entrer dans le secteur entrepreneurial. Plusieurs jeunes y ont témoigné et ont affirmé qu'on peut très bien commencer avec le peu qu'on a si l'on a un objectif bien précis. Des jeunes issus de 23 régions de Madagascar ont participé à ce forum de 2 jours qui a pris fin vendredi dernier. C'est Charangiana, c'est Anzar Razonaville. Fnarch a témoigné de son parcours devant de nombreux jeunes lors du Forum de l'emploi et de la promotion des jeunes. Elle n'est âgée que de 29 ans, mais est déjà un entrepreneur dans le secteur textile et de la couture à Iusi. Un incroyable parcours, car selon son récit, elle a commencé son affaire avec la somme de 500 ariars et à présent, elle s'est fait un nom dans le monde de la couture dans la circonscription d'Iusi. À l'issue de ce forum, les jeunes ont conclu que l'entrepreneuriat est le seul moyen de lutter contre le chômage à Madagascar. Ces derniers ont donc invité les jeunes malagasy à parvenir aux objectifs fixés dans le cadre du développement personnel, mais également pour aider l'État malagasy à fournir de l'emploi aux jeunes. Le forum a duré 2 jours et s'est achevé vendredi dernier. Des jeunes issus de 23 régions de Madagascar y ont participé et y ont représenté chacun leur localité. Et concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar, 2 personnes sont décédées de la Covid-19 durant la semaine de 30 avril au 6 mai, selon le bilan officiel du ministère de la Santé publique ce jour. Le nombre des nouveaux cas a connu une légère hausse durant cette période, car en effet, 49 personnes ont été confirmées positives au coronavirus sur 4 765 tests effectués. 38 sont localisés dans la région Analamang, 5 dans le sud-est, 4 à Diana, 4 également à Vaknakaraj, 2 dans l'Atsnanan, 1 dans le Melak et 1 dans la Haute-Matiach. 92 patients sont actuellement en traitement, toujours d'après le rapport du ministère de la Santé publique. Et toujours sur le plan sanitaire, 5 centres médicaux se sont vus attribuer le label 5S du ministère de la Santé publique. Des hôpitaux avec des organisations et des soins de qualité, tel est l'objectif de cette politique du ministère de la Santé publique. Plusieurs paramètres sont pris en compte pour l'attribution de ce label, dont les compétences en gestion, l'hygiène, la capacité de gestion des documents, des médicaments et des équipements médicaux, mais également le respect de la discipline. Au total, ces hôpitaux ont concouru pour ce label, mais 5 seulement en ont bénéficié, dont 3 qui ont disposé auparavant, à savoir l'hôpital mère-enfant d'Ambouimianj, l'hôpital mère-enfant de Tsaralalan et le CHU d'Anjainzat ou Fianarantsoa. Le CSB2 à Balavat ou Ntirabe et le CHU à Njuvama-Adzang sont les 2 nouveaux gagnants. Le label S5 nécessite une continuité de l'amélioration des offres sanitaires au niveau des centres médicaux afin que la population puisse avoir accès à des soins de qualité selon le secrétaire général du ministère de la Santé publique.
Les gendarmes de la compagnie Himmerna Centrale ont été formés sur la psychologie du 3 au 5 mai à Cadelalan, une formation qui a été dispensée par Madame Julie Deveau, une psychologue de nationalité française spécialisée en remédiation cognitive. Au total, 37 gendarmes ont bénéficié de la formation. Un certificat de réussite leur a été délivré le 6 mai dernier. La formation s'est axée sur 4 principaux volets qui sont la gestion et la prise en charge des problèmes personnels pouvant influer négativement sur la vie privée et professionnelle, les techniques de gestion de stress, les techniques de prise en charge psychologique des victimes de VBG et les techniques de prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitance ou en conflit avec la loi. La formation a été dispensée sous forme de cours théoriques, de discussions interactives et de mise en situation, écoutant les explications de la psychologue spécialisée en remédiation cognitive. Nous avons donc pu faire une formation en psychologie. Nous avons beaucoup étudié surtout la gestion du stress, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Tout le monde a pu s'exprimer sur ses problèmes, sur son stress. Nous avons pu faire des mises en situation, ce qui a permis de tous de bien communiquer. Et nous allons continuer encore là aujourd'hui avec comme thème le VBG. Et nous allons voir surtout comment communiquer avec les enfants victimes de violences et comment communiquer avec les enfants victimes d'abus. Parce qu'ils ont un stress beaucoup plus intense par rapport à leur travail. Peu de repos, beaucoup de stress au quotidien, c'est sûr, de par leur métier. Donc c'est nécessaire, plus que pour une personne lambda. Et concernant les actualités internationales à présent, outre les combats dans l'Est, la ligne de front s'étend aussi dans le sud de l'Ukraine. Si les forces russes tiennent la ville portuaire de Kherson, les Ukrainiens ont contre-attaqué en mars et repris le contrôle d'une petite partie de la région dont Kherson est la capitale. France 24. Ces soldats ukrainiens retournent sur les lieux d'une bataille qu'ils ont gagnée. Nous nous trouvons maintenant à un ancien poste de contrôle russe qui a été détruit le 28 mars. Parmi les vestiges, des traces de pillage. Regardez, il y a même une cuvette de toilette. Il y a des vêtements de femmes ici, un sac de femme, une chaise. Au loin des bombardements, un soldat vient nous mettre en garde. Allez, on se barre. L'armée ukrainienne a repris cette zone en mars, mais elle sait que les forces russes n'ont pas dit leur dernier mot. Ces villageois coupent du bois pour approvisionner les abris. Les soldats renforcent leur défense, craignant une nouvelle offensive russe. Les Russes ont besoin d'au moins une victoire avant le 9 mai, car Poutine est fan de ces dates symboliques. Mais ils n'auront pas cette victoire. Ces hommes aident l'armée depuis le début. Ce sont eux qui ont construit le poste de contrôle aperçu plus tôt. Il était ukrainien avant d'être repris par les Russes, puis détruit. On était environ une quarantaine. Oh, ça tire. Nous quittons les lieux. Les soldats ukrainiens estiment que 80 à 90% de la population a fui ces villages. On s'est réfugiés en Ukraine occidentale. Là, on vérifie la situation pour voir si on peut rentrer. Bonjour. Oh, je peux vous embrasser? Merci d'être là et de nous protéger. Tout ira bien. Les militaires disent avoir de bonnes relations avec la plupart des villageois. Cette famille aide comme elle le peut, en leur donnant des indications. La route de Ryorivka est plus courte, mais il y a des combats là-bas. Ça va tirer. Ah, ce sont des roquettes grades. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons entendu ce cran Grim, Un tir à nous. que nous n'avions jamais entendu auparavant. Ce sont des armes puissantes, je suppose que c'est l'Europe qui nous les a données. Les Ukrainiens ont tous entendu parler des livraisons d'armes occidentales. Ils comptent sur elles pour contenir encore les Russes.
Après 23 ans de bataille judiciaire, la Cour suprême israélienne a approuvé l'expulsion d'un peu plus de 1000 Palestiniens dans 8 villages des collines du sud d'Hébron, en Cisjordanie. L'armée israélienne appelle cet endroit zone de tir 918. L'État hébreu a décrété zone militaire dans les années 1980. Israël estime que les habitants qui s'y sont installés étaient des nomades, ce qu'ils contestent. Toujours un reportage de France 24. Dans ces hameaux disséminés sur ces collines arides, les habitants savent que les soldats israéliens peuvent désormais les expulser à tout moment. Ces 3000 hectares de terre situés en Cisjordanie ont été décrétés zone militaire dans les années 80. Issa Abou Younes vit ici au rythme des troupeaux. Il a construit sa maison autour d'une grotte, l'habitat traditionnel des bergers de la région. Je suis né en 1947 et ma mère a accouché 2 mois ici, dans cette grotte. Cela fait plus de 20 ans qu'il se bat en justice contre l'armée israélienne pour ne pas être expulsé. Maintenant c'est terminé, je le sais, ils vont venir et tout démolir puisqu'on a perdu. Ils vont venir et détruire tous les abris que l'on a construits pour nous et en haut pour les chèvres et les moutons. On ne va pas partir, mais la situation va devenir très difficile, on va beaucoup perdre. Les fonds de l'Union européenne ont permis aux villageois de construire des abris, mais aussi d'amener l'eau et l'électricité. Des équipements régulièrement détruits par les bulldozers israéliens. D'après les conventions de Genève, il est illégal d'exproprier des terres occupées ou de transférer de force une population locale. Israël estime que ses habitants sont des résidents non permanents et que donc ils n'ont aucun droit sur ces terres. Les habitants affirment qu'Israël veut séparer ces villages palestiniens du Negev israélien qui débute ici. Pour le chef du conseil local, c'est une bataille démographique. À l'époque, quand ils ont décrété cet endroit zone militaire interdite, ils ont aussi installé un mur de colonies juives. Là, il y a la colonie de Beit Yatir, puis Souzia, ici, et dans cette direction, Mahon. Et enfin, Carmel, la dernière. Cette terre qui représente plusieurs milliers d'hectares, ils l'annexeront. Avec leurs avocats, les villageois étudient les recours possibles. Tous l'affirment, nous ne partirons pas d'ici. 12 ans après avoir quitté le pouvoir, Lula a lancé samedi sa candidature à la présidentielle brésilienne. Faute de candidat qui rendrait viable une 3e voie, Lula est le seul à pouvoir battre dans les urnes un Jair Bolsonaro qu'il distance dans tous les sondages, mais qui semble prêt à tout pour conserver le pouvoir. Reportage. Devant plus de 3000 personnes à São Paulo, son fief électoral, que Luiz Inácio Lula da Silva a tenu un discours sans grand suspense. Il est candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra le 2 octobre prochain, possiblement contre son grand rival, l'actuel président Jair Bolsonaro. Un discours long dans lequel il a fait plusieurs fois allusion à l'importance de la souveraineté brésilienne, la souveraineté des frontières, mais surtout l'image qu'il doit restaurer de ce pays autrefois grande puissance mondiale, devenu un paria sur la scène internationale, faisant allusion évidemment à la gestion de la politique de Jair Bolsonaro. Il a également beaucoup parlé d'amour, Luiz Inácio Lula da Silva, qui se dit à 76 ans avoir l'énergie d'un jeune trentenaire et qui va bientôt se marier, ne peut donc que apporter de l'amour au Brésil. Il a évidemment fait plusieurs fois allusion à son grand rival, l'actuel président Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro qui va attaquer désormais une campagne politique en essayant de glaner le plus possible des voix à droite et à l'extrême droite. Luiz Inácio Lula da Silva, lui, a fait le choix de ne pas polariser la société brésilienne et a choisi un possible vice-président de centre-droit, l'ancien gouverneur de São Paulo, Geraldo Alckmin. Pour l'instant, Lula est favori des sondages, mais ces sondages sont assez critiqués par une grande partie des Brésiliens, et surtout, évidemment, les Brésiliens en faveur de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro qui remet en question ces sondages, mais remet également en question l'essence même de la démocratie brésilienne, le vote électronique, qu'il a critiqué et soupçonné de fraude potentielle. Un discours qui rappelle celui de Donald Trump lors de sa défaite lors des dernières élections américaines et qui inquiète jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement américain et qui a tenu récemment à rappeler à Jair Bolsonaro l'importance de défendre et de respecter la démocratie brésilienne à bon entendeur. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.